Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football maghrébin et international. Nous allons parler aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire, pardon. Donc cette Coupe d'Afrique des Nations, les qualifications ont commencé. Et pour en discuter, je serai avec 3 chroniqueurs. On va faire un petit tour de table très rapidement, en commençant par Raïd, le spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour Tarek, bonjour Feter, bonjour à toute la communauté Street Hello. Foot. Très bien. Fatah, le spécialiste du football marocain. Bonjour Fatah. Bonjour Anis et bonjour à tous. Et on va terminer par Tarek, l'agent de joueurs professionnels. Bonjour Salut Tarek. à tous. Bonjour Anis. Alors, on va faire un point groupe par groupe en commençant par le groupe A. C'est le groupe de la Guinée-Bissau, Nigeria, Sao Tomé et Sierra Leone. Le Sao Tomé qui a été remplacé par l'île Maurice pour encore une fois un petit problème. C'est pas le seul groupe où il y a 3 équipes, on en reparlera. Ce groupe, très rapidement, on n'a pas eu de match. Des favoris, Raïd ? Forcément le Nigeria, malgré leur déconvenue en barrage de Coupe du Monde. Le Nigeria, grande favorite dans ce groupe. Il y a aussi la Guinée-Bissau qui a fait quand même 2 CAN d'affilée. C'était une surprise en 2019, mais ils ont été présents aussi en 2022. Impatient de voir la nouvelle équipe du Nigeria. Je pense qu'il y a eu un gros remaniement après cette déconvenue pour la Coupe du Monde. Le Nigeria qui a fait un match amical il y a quelques jours face au Mexique qui a perdu. Le Nigeria qui ne s'est pas qualifié effectivement à la Coupe du Monde et qui se doit aujourd'hui. C'est une nouvelle génération, il y a un nouvel entraîneur. Il y a un nouveau coach, ouais, il y a des nouveaux joueurs. Maintenant, je pense que malgré tout, le Nigeria finira premier de ce groupe. Après, intéressant de voir si la Guinée-Bissau ou la Sierra Leone se qualifieront. Je pense que la Sierra Leone, ce qu'ils avaient proposé il y a quelques... Je crois que c'était en qualif de Coupe du Monde ou de CAN, forcément avec le Nigeria, avait proposé de bonnes choses, donc à voir. Et il y a l'île Maurice aussi qui a remplacé du coup Sao Tomé. Sao Tomé, Fatah, qui a été éliminé et remplacé par l'île Maurice, c'est ça ? Ouais, qui a été disqualifié suite à la titularisation d'un joueur qui avait le Covid. Donc on l'a disqualifié au profit de l'île Maurice. Ok, très bien. Favori, Tarek pour Nigeria, de loin sans doute, et peut-être en deuxième position, ça va jouer entre Guinée-Bissau et Sierra Leone. Et Sierra Leone. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, ce groupe n'a pas commencé. On n'a pas eu encore de match. On va passer au groupe B. Donc, c'est le groupe du Burkina Faso, Togo, Eswatini et le Cap-Vert. Là, dans ce groupe, il y a eu des matchs. Le Togo qui a fait match nul contre Eswatini. 2 buts à 2. Grosse surprise. Grosse surprise. Ouais. Et puis, on a le Burkina Faso qui a battu le Cap-Vert 2 buts à 0. Le Burkina Faso... Avec l'art et la manière, vraiment, ils auraient pu en mettre 3 ou 4. Ils ont gagné 2-0. Ils ont maîtrisé le match de A à Z. C'est la première du coach Hubert Velud. Première réussie. Qui, aujourd'hui, apparemment, est contrôlé, j'ai su ça il y a quelques minutes, qui est contrôlé positif au Covid et qui ne sera pas présent sur le banc du Burkina Faso. Donc ce serait son adjoint Firmin Sanou, un local qui gérera l'équipe. D'accord, sachant qu'aujourd'hui... Il joue contre Eswatini, soit en Afrique du Sud, voilà. Sachant que Paulo Duarte, le coach du Togo, le coach portugais du Togo, a dit que c'était une équipe piège. Donc on verra ce soir, cet après-midi à 15h, le match. Le Togo qui est dans l'obligation de faire un bon résultat après leur déconvenue. Ça va être compliqué contre le Cap-Vert parce que c'est... le Togo qui a concédé un match nul à domicile. C'est ça, et le Cap-Vert, c'est une équipe vraiment qui joue très bien au ballon. Après, c'est une équipe un peu vieillissante, le Cap-Vert. Oui, aussi. Ils ont du mal à avoir Mais ça joue toujours aussi bien, quoi. Ça tourne bien le ballon. Ouais, mais c'est vrai qu'Eswatini, c'est une équipe un peu aussi piège, parce qu'on se souvient du match nul qu'elle avait fait face au Sénégal, où le Sénégal était revenu dans vraiment les arrêts de jeu. Donc c'est une équipe qui peut... Elle monte en puissance. Voilà, qui peut poser des difficultés. Après, le Burkina, pour en revenir au Burkina, ils ont joué au stade de Marrakech, parce que sans doute que leur stade n'est toujours pas homologué. C'est ça. C'est une belle équipe, le Burkina. De toute façon, on les a vus à la CAN. C'est du costaud, c'est athlétique. Va vite devant, c'est athlétique. Et ils savent jouer au ballon aussi dans les pieds. Le Burkina Faso qui a fait une belle campagne, ils étaient dans le groupe de l'Algérie, et puis qui fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations, Raïd. Qui aurait pu même éliminer l'Algérie en phase de groupe. Qui a fait une demi-finale de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, un nouvel entraîneur. Va falloir qu'il fasse au moins la même chose, c'est-à-dire d'atteindre les demi en 2023. Ça va être quand même c'est l'objectif. Compliqué, même si c'est vrai qu'aujourd'hui le Burkina confirme sa puissance, on va dire, au niveau continental.
Maintenant, je pense qu'ils n'auront aucune difficulté à passer ce groupe et on les verra en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Parlons du coach Velu très rapidement, des objectifs avec la fédération burkinabé. Comme je l'avais dit précédemment, comme il a dit Raïd, la barre elle est déjà haute. Kamou Malo, l'ancien sélectionneur local, les a emmenés en demi-finale. Ils sont sortis contre le Sénégal, vainqueur de la CAN. Donc c'est au minimum cet objectif-là qu'il a été attribué, on va dire, à court et moyen terme. Très bien. Avec déjà comme première étape une qualification déjà en CAN. Ce qui n'est pas encore gagné encore. Bien sûr. En tout cas, c'est bien parti. Oui. Le groupe C, le groupe du Burundi, Cameroun, Kenya et Namibie. Il y a eu un match, la Namibie, qui a mais reçu Kenya quand disqualifié, donc il fait partie des groupes à 3. D'accord. Donc le groupe à 3, on a combien dans cette qualification? Il y en a 2. Il y en a 2. Il n'y a pas aussi le Maroc? Oui, exactement. Il y a 3 groupes où il y a 2 groupes où il y a 3 équipes. D'accord. Voilà. Donc la Namibie, qui avait match nul contre le Burundi, un but partout. Un groupe où le Cameroun est largement favori, Raïd. Bien sûr. Oui, largement favori. Après, je vois pas le Cameroun aller loin l'année prochaine en Coupe d'Afrique de part de ce qu'on a vu cette année. Maintenant, oui, c'est un groupe qui est largement à leur portée. Une équipe qui sera en Coupe du Monde. Et une équipe que Eto'o voit comme objectif d'aller remporter la Coupe du Monde. J'allais en revenir. Eto'o Fatah qui se dit prêt à gagner la Coupe du Monde. Est-ce logique? Eto'o, il nous a habitués à faire un peu, après les matchs, faire un peu l'évangéliste dans le vestiaire. Bon, il rameute les troupes, c'est bien. Il sait que le sélectionneur actuel, Rigobert Song, il n'a pas trop d'expérience au niveau du coaching. Donc je pense qu'il l'épaule, qu'il lui met un peu la pression quand il faut. Et il rameute les troupes parce qu'il sait que ça se jouera sur le terrain. Très optimiste en tout cas. Il est très optimiste. Après, Eto'o, tout le monde connaît un peu sa personnalité. Il est égal à lui-même, j'ai envie de dire. Après, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il ne faudrait pas manquer d'humilité parce qu'on a vu que certaines sélections... très récemment, on en manquait et ça leur a joué des tours. Jamel Belmadi qui avait fait aussi à peu près la même déclaration en disant que s'il allait en Coupe du Monde, c'était pour la gagner. Tariq. Oui, après ça, c'est des personnages dont on connaît les caractères. Comme il disait, il faisait l'évangéliste. Si on écoute Eto'o, il va tout gagner. Il va tout casser. Après, voilà, on connaît un peu son personnage, son arrogance un petit peu. Et je pense que quand il arrivera en Coupe du Monde... il verra le vrai niveau d'une compétition internationale. L'optimisme d'Eto'o, Raïd, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il veut juste soigner son image d'un homme ambitieux pour son pays. Après, effectivement, on a vu le Cameroun à la CAN. Tout est ouvert pour l'instant au niveau du Cameroun. Peut-être qu'au niveau de l'organisation, on est bien d'accord, il y a eu des soucis, Fatah. Mais le Cameroun qui fait quand même... Qui est arrivé 3e de sa propre CAN. Bon, après, on sait exactement. comment et puis une qualification ils ont galéré face aux Comores, etc. Ils sont sortis en groupe. Et ils ont pris 3-0 contre le Burkina avant de les rattraper. On connaît le parcours. Mais c'est vrai que c'est pas la génération la plus flamboyante qu'on a connue du côté du Cameroun. Mais ils restent avec des belles individualités. Ils ont un bon gardien de but. Ils ont Zambo Anguissa au milieu qui franchement, moi, m'a surpris cette année. Du côté de Naples. Toko Ekambi devant aussi, qui est en forme. Qui est un super joueur. Leur point faible un peu, c'est... ils ont aussi Aboubacar. Leur point faible, c'est au niveau de la défense. Ils ont vraiment de grosses difficultés au niveau de la défense. Mais ils peuvent créer, ils ont l'expérience. On les a vus en barrage de Coupe du Monde. Personne ne les donnait vainqueurs en match retour. Et ils ont fait ce que personne n'imaginait. Donc, il ne faut pas les enterrer, je pense. D'ailleurs, en parlant de défense, il lorgne encore le dossier Matip de Liverpool. Il ne le lâche pas. Ils veulent absolument l'avoir, mais pour l'instant, il est mitigé. Ouais, exactement. Il y a aussi le prodige du côté de Reims, Etiquet qui veulent faire venir, même si qui a signé à Newcastle, qui était pisté par là, le Paris Saint-Germain. Il joue du côté signé, mais non, il est demandé du côté de Newcastle. Il parle aussi du prodige de Dortmund là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Un ailier apparemment super rapide. Oui, très jeune. Apparemment ils veulent le lancer dans le bain, donc je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est du buzz? Qui jouait déjà la saison dernière. Qui a joué la saison dernière effectivement. Qui a mis 30 buts avec les jeunes, je sais pas. Clairement, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est quelqu'un qui fait pas son âge. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec la sélection, enfin avec l'équipe une, il confirme pas.
Moi, je suis persuadé que c'est pas un joueur qui a son réel âge de 18 ou 19 ans. C'est possible. En tout cas, le Cameroun qui est favori de ce groupe. On va passer au groupe D, le groupe du Malawi, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Guinée. L'Égypte qui a gagné contre la Guinée un match serré. Les hommes de Naby Keita qui avaient très bien tenu jusqu'à ce que Mostafa Mohamed, le joueur de Galatasaray, marque dans les dernières minutes, Raid. Oui, ils ont réussi encore une nouvelle fois à débloquer une situation. L'Égypte qui vraiment gagne souvent au forceps. On l'avait vu déjà à la qualif de Coupe du Monde face au Gabon. Ils avaient marqué un but à la dernière seconde. Il y a un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie de jeu. Il faut savoir que le nouvel entraîneur qui est en place, c'est pas l'Égyptien vraiment type où voilà, on essaye de jouer à la défense. Enfin, voilà, lui il propose du jeu. Donc on essaie vraiment d'avoir une nouvelle culture, on va dire, en Égypte. J'ai vu qu'il avait mis Zizou titulaire, donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment un joueur que je trouve très fort et que de base je comprends pas pourquoi on ne mettait pas titulaire, on lui faisait pas confiance. Donc là il a joué titulaire. Zizou qui joue à Zamalek. Qui joue aux Zamalek et le Joker de victoire 1-0, ça suffit pour avoir les 3 points. L'Égypte qui c'est un renouveau, Fatah. Oui, comme on vient de l'entendre, l'Égypte ils veulent pratiquer du jeu avec leur nouveau sélectionneur qui entraînait les Pyramides. Maintenant, moi, pour avoir vu le match, c'était une Égypte très, très, très poussive. Oui. On voit que Mostafa, qui était titulaire à la CAN, il est rentré, il a débloqué la situation, mais devant, ça patauge beaucoup. Salah, il était un peu au four et au moulin, mais on voyait qu'il était à bout de forme. Derrière, c'était solide. Mais la Guinée, franchement, moi, ils m'ont fait une grosse impression. On voit qu'il y a des nouveaux avec Guirassy de Rennes qui est venu compléter l'effectif. Ils étaient une semaine en entraînement du côté de Mohamedia au Maroc. Et on voit qu'ils ont vraiment bien préparé le match. Franchement, on était plus proche du 1 ou 2-0 côté guinéen que du 1-0 côté égyptien. La deuxième mi-temps était clairement du côté des hommes de la Guinée. De la Guinée. De Kaba Diawara, qui a repris les rênes côté. Qui était parti, qu'on a rappelé. Alors attendez, Kaba Diawara était bien entraîneur lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il était adjoint. Il était adjoint, après on lui a donné pour... Parce qu'il est tombé malade, le sélectionneur français qui était... D'accord. Didier Six, qui était le sélectionneur de la Guinée. D'accord. Mais Kaba Diawara qui a l'air de faire du bon boulot, parce que franchement, pour avoir vu la Guinée, là, on les avait joués, nous, en éliminatoire Coupe du Monde. Franchement, c'est une équipe qui a du ballon, la Guinée. Il y a du ballon. Ça a toujours été une équipe... Et il revient de loin, parce qu'il a été critiqué au départ, mais il a été vraiment poussé par le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports qui voulait absolument... Il a ramené aussi Diakabi du côté de Valence derrière. D'ailleurs, c'est celui qui offre le but, parce que c'est une balle qui retombe sur lui et qui arrive dans les pieds de Mehdi Mostafa. Il joue à Lyon, c'est ça. Il y a le Diakabi, mais il y a Guirassy aussi qui suit. À Rennes maintenant. D'ailleurs, il a fait un super match. Il avait la balle du 1-0 ou du 2-0. Athlétique, il n'a pas su puissant. exploiter devant. Et franchement, il faudra compter sur les Guinéens. Sur les Guinéens. Le Malawi qui bat 2-1 l'Éthiopie. Grosse surprise. Moi, j'ai regardé le match. Malawi. Après, ils ont eu deux pénaltys. Ils ont eu 3. Exactement. Il y a l'Éthiopie aussi qui a eu un pénalty. Mais franchement, c'est une équipe qui monte en puissance, quoi. Ils ont participé à la dernière CAN. D'ailleurs, ils ont été sortis par le Maroc. Et celui qui avait mis le super but face au Maroc... C'était compliqué, si tu t'en souviens bien. C'était très compliqué comme match. C'est celui qui a mis les 2 pénaltys là, pour le Malawi. Donc c'est une équipe qui a des qualités individuelles pas vraiment supérieures à ce qu'on peut connaître sur le continent, mais qui joue, qui sait jouer au ballon. Le Malawi qui recevra la Guinée, donc ce sera vraiment un match qui est tout double. Si la Guinée perd, c'est très mal parti. Et l'Éthiopie, c'est pas une petite équipe. Ils ont fait quand même une bonne performance. L'Éthiopie, ça joue au ballon. Très bien. Le groupe E, le groupe de l'Angola, le Ghana, la République centrafricaine et le Madagascar. Donc là, il y a eu des matchs, effectivement. Le Ghana qui s'en sort largement face à Madagascar, 3-0. Et l'Angola 2-1 face à la Centrafrique. Ce groupe, Raïd, le Ghana favori ? Le Ghana favori, le Ghana qui est sorti miraculeusement des barrages de Coupe du Monde. Le Ghana qui a quand même fait une contre-performance face à la Centrafrique. Donc je vais laisser Tarek en parler, puisque son coach de la Centrafrique a réussi quand même un mini-exploit pour tenir le Ghana avec une équipe, comme l'avait dit Tarek avant l'émission, avec
des joueurs à 90% de locaux. Donc ça reste quand même un exploit pour cette équipe. L'équipe de Centrafrique Justement, deuxième exploit, en tout cas pour le coach Raoul Savoie, que je salue, après avoir battu le Nigeria à Lagos, avec une équipe de 100% de locaux, pratiquement. Et le buteur, c'est le même. C'est le même, exactement, qui joue aux Herbiers, donc en CFA. Non, pour l'instant, sans leur star. Aujourd'hui, il y a vraiment, on va dire, une cassure entre les joueurs stars, entre guillemets, et la fédération. Donc le coach a décidé justement de se passer, d'eux, exactement, et de jouer avec des locaux. Et pour l'instant, ça réussit. Quand même un match un partout contre le Ghana. Et le score reflète bien le match, parce que le Ghana ne s'est pas du tout amusé lors de ce match-là. Voilà. Par contre, une contre-performance de la Centrafrique contre l'Angola. Elle a craqué. Voilà, elle a craqué sur la fin. C'est pas une petite équipe. Voilà. On voit ce qu'elle propose en Ligue des Champions. Qui a fait match nul contre Madagascar. Et donc la qualification, bon, bien évidemment, pour répondre à ta question, le Ghana est largement favori. Il terminera premier de ce groupe, sans surprise. Mais la Centrafrique a sa carte à jouer lors de la double confrontation en septembre contre Madagascar. Très bien. On va passer à l'autre groupe. Donc, c'est le groupe F, le groupe de l'Algérie. L'Algérie, la Tanzanie, le Niger et l'Ouganda. Les Encore Algériens qui gagnent 2-0 face à l'Ouganda. Une victoire sur la première mi-temps par Mendy. Pas facile. Un deuxième but de Belaïli sur un exploit individuel. Pas facile. Raïd, comment tu l'as vu ce match ? Un match comme l'a dit Tarek, pas facile, avec des Ougandais très agressifs, hein, comme on le sait, ces équipes-là viennent souvent plus pour casser qu'autre chose. Ils ont d'ailleurs raté un penalty, hein, si je dis pas de bêtises. Une équipe d'Algérie qui a été remaniée quand même. Hein. On a vu avec Ghezal titulaire, Belaïli qui nous a fait un exploit individuel avec un but assez exceptionnel. Penalty raté des Ougandais. Oui. Avec un nouveau gardien que je connaissais pas en Algérie. Ça m'a surpris. Je pensais qu'elle allait peut-être mettre celui de Sétif qui nous avait fait des arrêts énormes en Ligue des Champions. Contre l'Espérance sportive de Tunis. Contre l'Espérance de Tunis. Donc peut-être le futur gardien pour les Fennecs, successeur de Mboli. Parce qu'Mboli, ça fait quand même une douzaine d'années qu'il est présent. Donc on sent que Belmadi, il commence son travail à long terme, hein, avec des nouveaux joueurs. Alors est-ce que ces nouveaux joueurs-là, ils vont avoir les épaules justement pour atteindre les objectifs ? C'est-à-dire déjà, je pense que la CAN 2023, ils auront un cœur quand même de se racheter. La CAN 2023, Belaïli a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps, Fatah, qui disait, il se projetait déjà sur cette CAN en disant qu'ils y vont pour gagner. Hein. Ouais, donc on est habitué un peu. Alors, je parlais d'humilité tout à l'heure. J'ai l'impression que du côté des déclarations de certains joueurs, ils reproduisent exactement ce qu'ils avaient fait avant et j'ai l'impression qu'ils apprennent pas de leur erreur. Voilà, ils tirent pas la leçon. C'est dommage. Maintenant, pour en revenir au match, oui, il y a un certain renouveau. On a vu que Zorgan, qui avait voulu être, qui était demandé par les supporters, a été titularisé. Ghezal pour remplacer Mahrez. Slimani en pointe. Après, je pense que Belmadi il est retourné aux fondamentaux. Il a oublié le 3-5-2 qu'il a voulu essayer lors des barrages. Il est revenu à un 4-3-3 classique. Moi, j'ai trouvé Slimani vraiment transparent durant ce match, à part sur la tête qu'il met en transversale et qui retombe sur Mendy. Effectivement, le jeu, il passe par Belaïli. C'est un peu stéréotypé, un peu le jeu de l'Algérie. Hein. C'est Belaïli qui fait le jeu. Donc, si demain, tu tombes sur une équipe qui a un bon ailier ou qui a une bonne défense et qui arrive à bien, ou un milieu qui arrive à bien le cloisonner, ça va être compliqué de faire un peu de jeu. Bon, effectivement, il y a eu des bonnes phases de jeu, mais il faut pas oublier que l'Ouganda, elle les attendait dans leur moitié de terrain. Donc, concernant Benasser et Zerouki, ils arrivaient à faire des relances easy, parce qu'ils n'étaient pas pressés, tout simplement. J'ai pu voir l'entrée de Amoura, qui avait été également demandée lors du fiasco de la CAN. C'est un joueur que je connaissais pas. J'ai vu un peu le physique et le profil de ce joueur qui a un peu de ballon, oui. Mais physiquement, ça flanche un peu. Ouais, franchement, ça flanche un peu. Il est vraiment petit. Ouais. Il est pas athlétique du tout. Tu le trouves tout seul en pointe. Moi, seul en pointe, ça va. C'est un joueur qui a du potentiel déjà. Sétif, il avait fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Sétif, il a vraiment explosé très rapidement. Il est toujours en Suisse, je crois, à Lucerne. Lugano. Où Lugano. Lugano, ouais.
c'est un joueur, on va dire, en devenir. Maintenant, je pense qu'à la CAN 2023, on verra pas une nouvelle équipe d'Algérie. Je pense que les joueurs qu'on a en place depuis 2-3 ans, ça sera les mêmes. Mahrez, il sera là. Il y a eu quand même un peu de renouveau. Il y a 9 joueurs du Parado quand même. Il y a 9 joueurs du Parado qui est quand même l'école. Dans le groupe, voilà. Après, il a fait son mea culpa un peu, Belmadi, en conférence de presse après le match au sujet du gardien dont tu parlais tout à l'heure. Il voulait lui donner un peu sa chance lors de compétitions officielles. Je trouve qu'il a dégagé un peu de sérénité. Après, je ne sais pas si c'est le renouveau. Après, c'est l'Ouganda. Alors, Jamel Belmadi, qui a été, il a la confiance de sa fédération, c'est un bon choix pour toi, Raïd? Oui, je pense, honnêtement, vu la gestion en fait des médias en Algérie, enfin tout ce qui entoure l'environnement, honnêtement, ça aurait été un autre coach. Enfin, les gens, je pense qu'ils prennent pas conscience que ce que fait Belmadi, c'est-à-dire de tenir, on va dire, ça fait quoi? Il est venu fin 2018, Belmadi. Octobre, je crois. Il est venu juste en début avant la de CAN saison. 2019. Ouais, il est venu en octobre, je crois. Ça fait bientôt 3 ans. Tenir mentalement en Algérie pendant 3 ans, faut le faire. On l'a bien vu toutes ces années. Madjer, le coach espagnol Yougoslave. qui était venu, le Yougoslave, Liken, les mecs qui tiennent pas 6 mois. Belmadi, ça fait déjà 3 ans. Je pense que la meilleure solution, c'est de le garder. Il sera là encore, je pense, pendant les 4 prochaines années. Donc honnêtement, si l'objectif c'est d'aller en Coupe du Monde en 2026, je pense que c'était la bonne solution. Après, c'est aussi à lui de rectifier certaines choses de par son comportement. Mais je pense qu'il n'est pas dupe. Raïd parle de comportement. Franchement, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse d'après-match ou même d'avant-match. Avant-match, il était un peu plus calme. Mais après-match, c'est le même Belmadi qui rouspète, qui met la pression aux journalistes, qui à chaque fois qu'un téléphone sonne, je peux comprendre, s'en prend aux journalistes. Dans ses réponses, à un moment donné, tu as un journaliste qui était contre un peu, qui lui faisait la remarque sur le jeu proposé pendant 70 minutes, tout simplement, je vais les dire avec des mots simples. Et il n'a pas supporté, il est là à parler avec l'attaché de presse. Moi, je pense que par rapport à ce que dit Raïd, c'est usant, et on le voit, il est usé, Belmadi. Oui, franchement, moi, qu'aujourd'hui, alors Tarek, est-ce qu'aujourd'hui Belmadi encaisse moins les critiques, qu'avant? Il les encaisse moins. Après, ce que je peux dire qu'il a fait de bien, c'est heureusement, et il s'est remis en question quand même pour cette phase qualificative, parce qu'il aurait pu rester, comme tu disais, avec son 3-5-2, avec les mêmes joueurs, et c'est reparti. Et il s'est remis en question. Il y a quand même eu 9 joueurs du Parado dans l'effectif. Il a essayé de faire des petits changements, Amoura, Le Met, etc. Ce qui est une remise en question. Maintenant, après, et il veut faire revenir Delors aussi, ce qui est quand même pas gagné. Ce qui est quand même incroyable. Il y avait une rumeur à voir, mais je pense que c'était une rumeur. Voilà, tu sens en tout cas, il y a une remise en question. Maintenant, sur le comportement, moi, j'ai pas vu la conférence de presse, donc. Franchement, alors Raïd, petite parenthèse pour Delors aujourd'hui. Moi, je l'ai pas vu. Ça n'a pas été confirmé par Belmadi et ni par le joueur. C'est-à-dire que les deux n'ont pas confirmé les contacts. Si, Belmadi, il a dit on verra oui, bien. Il a dit on verra. Moi je t'assure que je l'ai entendu aussi, mais c'est pas confirmé. Je suis persuadé qu'ils veulent faire revenir. Mais après, il a pas le choix. Slimani, il a 35 ans, il joue plus. Bien sûr. Bounedjah, il marque. Et derrière, et c'est là où il est lucide, Belmadi. Et ça, il faut lui. Il a un peu cette lucidité. Il te dit, on n'a pas un effectif super large. Les médias nous parlent de tel joueur ou tel joueur, mais le vivier, le potentiel des joueurs qui peuvent... Peut-être en termes de neuf, parce que sur les autres postes, en tout cas au milieu de terrain, il y a des skills. Moi, j'ai vu Zorgan qu'on annonçait super fort à Charleroi. Franchement, je l'ai vu durant la rencontre. Il jouait un peu plus haut. Il avait du mal à se trouver. Moi, je le trouve un peu lent. Après, il n'a pas l'habitude. Zorgan, moi, je le trouve lent. Après, il n'a pas l'habitude. Après, quand tu arrives en équipe nationale, il y a aussi cette expérience. Ouais, bien sûr. Que tu dois apprendre. Mais bon, quand on entendait parler de la part de certains supporters, tu te disais, c'est là le milieu de terrain. Moi, je l'ai trouvé un peu effacé, un peu transparent durant cette rencontre, même si c'est sa première rencontre. Après, moi, j'ai aimé même si c'est vrai que ça n'a pas été forcément efficace, mais Ghezal, j'ai aimé. Il a vraiment une bonne patte gauche. Franchement, il a des bons tu sens qu'il n'a sur pas les 90 corners. minutes, par contre. Non. Après, il y a eu aussi Ounas, je crois qu'il est rentré, Ounas. Ouais, Ounas, il a été côté bon. droit, ouais. Mais c'est pareil. Mais dans la dernière passe, tu vois qu'il est pas assez efficace. Ouais, et puis tu vois qu'à mon avis, il a un manque de temps de jeu, je pense, dans son club, lui aussi. Il y a Beyanada qui a remplacé Attal, que je trouve assez solide, contrairement à Attal dans les duels défensifs. Mais qui est moins offensif. Au niveau de l'apport offensif. Mais après, tu sens qu'aussi Belhamri et Bedran, ils vont être mis de côté. Je pense que le Touba qui avait marqué face au Cameroun va avoir sa chance. Ouais. Ben Sebaini, je l'ai trouvé un peu
un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire côté gauche. Après, l'Algérie qui reste quand même favori de ce groupe, qui devrait se qualifier assez aisément pour la prochaine CAN. Après, c'est serré après avec les 3 équipes qui restent. Niger, Ouganda, Tanzanie, ça va se jouer sur des détails. Tout est possible en tout cas pour les trois qui suivent. On va passer au groupe G, qui est le groupe du Mali, Gambie, Soudan du Sud et le Congo. Le Mali qui a gagné 4-0. Les hommes d'Eric Chelle qui débutent très très bien cette phase de qualification. Et la Gambie 1-0 face au Soudan du Sud. Très difficilement, j'ai regardé le match parce que bien évidemment c'est le coach qui est à la barre. Et franchement j'ai été très surpris par le Soudan du Sud. Par le Soudan du Sud, et même ils ont été applaudis par les supporters gambiens et les Sénégalais qui étaient présents au stade. Le match qui s'est joué au Sénégal. Au Sénégal exactement, parce que la Gambie ne reçoit pas dans son stade. Après, la Gambie, le Sénégal, c'est un pays dans un autre. Voilà, sûr, exactement. C'est la même chose, on va dire, entre guillemets, avec le drapeau qui change. Et le Soudan du Sud, vraiment, j'ai été très impressionné, en tout cas, parce que la Gambie, c'est quand même un quart de finaliste, quoi. C'est pas une petite équipe. Et ils avaient des jeunes qui étaient arrivés, qui avaient gagné. Exactement. Et ils ont la plupart des joueurs qui jouent en Italie. Sud-Soudan, c'est des joueurs locaux, pour la plupart. Je vous laisse imaginer le niveau du championnat là-bas. Et vraiment, sur le fil, la Gambie. Après, voilà, ils ont un problème offensif, le Soudan du Sud. Ils n'ont pas d'attaquant. La Gambie a fait quand même un quart de finale de CAN. Oui, voilà, c'est ça. Pas... Non, mais si vous regardez, le Sénégal, si vous regardez le résumé... La Tunisie, pardon. Exactement. Et si vous regardez le résumé du match, le Sud-Soudan a eu la pleine possession de... Pour en revenir à l'autre match, le Mali, c'est ça ? Le Mali, oui. Le Mali qui gagne 4-0 avec un doublé du joueur de Reims, Touré. Le Mali qui, après sa défaite face à la Tunisie, n'ira pas au mondial, mais qui a une génération aujourd'hui qui peut aller loin. Je pense qu'ils ont écouté un peu ce qui se disait et ils ont essayé de pallier aux problèmes offensifs qu'on a vus durant la CAN et aussi durant le match de barrage. Et là, pour l'occasion, ils ont fait un très bon match. Raïd, qu'est-ce que tu en penses du Mali, toi ? Après, ça reste quand même une petite équipe du Congo. Le Congo, c'est pas l'RDC, c'est le Congo Brazzaville. Congo-Brazzaville. Donc c'est pas. C'est très faible. C'est pas très... Déjà, le RDC, c'est faible. Alors, très faible. Et à rappeler que Paul Put, justement, le sélectionneur, n'était pas là pour des problèmes de santé. Et je pense que ça cache d'autres choses. D'accord. Voilà. Et le Mali, des affaires financières, je pense. Et le Mali qui affrontera le Soudan du Sud à Kampala, parce qu'ils ne reçoivent pas. Et moi, je mets ma petite pièce sur ce match-là. Je pense pas que le Mali, ce sera très facile pour eux. Non, mais après, c'est vrai que Eric Chelle, il a hérité vraiment d'une nouvelle génération qui arrive et qui, à mon avis, je pense qu'ils feront des résultats dans les 4 prochaines années. Le Mali, c'est sûr, avec les joueurs qu'ils ont. S'ils trouvent une solution, justement, avec le 9. Mais oui, après, sinon, dans le groupe, je pense que logiquement, le Mali va finir premier. Ils termineront premier, oui. Les 4 buts ont été marqués en première mi-temps. Et la Gambie finira deuxième. Certainement, mais en tout cas, voilà, ce groupe reste toujours indécis. On va passer au groupe H, le groupe de la Côte d'Ivoire, les Comores, la Zambie et le Lesotho. On a quand même 3 équipes qui ont fait une dernière CAN. Peut-être pas la Zambie qui n'était pas qualifiée, mais en tout cas les Comores qui ont fait une très belle CAN au Cameroun. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est peut-être un des grands perdants de la qualification à la Coupe du Monde, qui a une génération dorée. La Côte d'Ivoire qui a battu la Zambie 3-1 avec un but de Aurier. Louis Gasset commence bien, Raïd. Après, la Côte d'Ivoire, de toute manière, elle est déjà qualifiée, donc on va dire qu'elle joue. C'est plus des matchs de préparation pour elle que de qualification, puisqu'ils sont. Oui, ils préparent leur CAN de toute façon. Après, oui, c'est vrai. Déjà, de ce qu'on avait vu face à la France en match amical, c'était quand même. Même l'équipe de France a été impressionnée du niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ne comprenaient même pas comment cette équipe-là. Juste après, la Côte d'Ivoire perd 3-0 contre l'Angleterre. C'est vrai que quand on joue contre l'équipe de France, il y a toujours ce phénomène. Oui, mais après, mais franchement, ils avaient fait un bon match. Ils avaient fait un très bon match. J'étais grave déçu pour les Ivoiriens de se faire battre dans ces circonstances. D'ailleurs, Loris avait réagi sur ça. Oui, en conférence de presse. Très, très étonné par le niveau de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, de l'Afrique en général. Physiquement, ils les ont bougés comme vraiment jamais. Après, voilà, c'est. Après, ils ont joué quelques jours après en Angleterre. À mon avis, physiquement, c'était un peu compliqué, le voyage. Bon, après, en tout cas, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je pense que ça sera un favori, forcément. Ça, c'est sûr, oui, chez eux, sûr, à la maison. Après, Jean-Louis Gasset, ce qu'il va faire, honnêtement... Moi, je suis pas ça sera sur le plan humain. Je suis pas convaincu, moi. Sur le plan humain, ça se passera bien. Après, dans le jeu...
En Afrique, je sais pas. Sachant qu'il a été pris par défaut, hein, il faut le rappeler encore une fois. La piste numéro 1 de la Côte d'Ivoire, c'était Comboiré. Après, Jean-Louis Gasset, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. On sait qu'il était avec Laurent Blanc, même Ibra, Thiago Silva, etc. Mais je dis pas le contraire. Que du bien. Mais en Afrique, il a aucune expérience. Ouais, mais après, les joueurs qu'il a, c'est des joueurs francophones, c'est des joueurs qu'il connaît bien. Avec quelques joueurs de la SEC Mimosa qui sont de super bons joueurs. Puis il est en Côte d'Ivoire, un pays francophone en même temps. C'est un pays francophone. Moi, je pense que Jean-Louis Gasset, il risque de faire quelque chose de pas mal en 2020. De toute façon, c'est la CAN. Hein. S'il n'y a pas la CAN, il dégage. Hein. C'est ce qu'a dit le président Idriss Diallo. Il est connu pour ses relations humaines avec les joueurs, de etc. management. Donc honnêtement, surtout en Afrique, je pense que c'est très important. Où tu as beaucoup d'ego, où tu as beaucoup de clans. Avoir quelqu'un qui. Mais je pense qu'il est trop gentil pour la Côte d'Ivoire, c'est ça son problème. Oui, bah après, je pense que ça a été recherché d'avoir entre guillemets un pantin. Comme dans beaucoup de fédérations. Comboiré, je pense que ça aurait été l'homme de la situation, mais il aurait jamais. Ça se serait même passé avec la fédération. Il n'aurait jamais rejoint le. Non, mais il n'aurait jamais rejoint. Avec Nantes, il allait pas. C'est la fédération qui rêvait, c'est tout. Comboiré, il n'a jamais eu l'intention de venir. Ouais, puis honnêtement, Comboiré. Et après, deuxième piste, c'était Rudy Garcia. Encore moins. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui recevra la compétition et qui fera tout pour la gagner. Les Comores, un petit mot sur les Comores qui, après une belle Coupe d'Afrique des Nations, gagnent 2-0. Les Comores qui recevront... qui iront Zombie. La Zombie qui a perdu. Hein. Donc les Comores, comment tu les vois, toi, Feta ? À l'image de ce qu'ils nous avaient montré lors de la CAN, on sait qu'ils étaient dans le groupe du Maroc, ils avaient atteint les 8e en étant parmi devant les le Ghana. Devant le Ghana. Un franco-marocain d'ailleurs, le nouveau coach qui poursuit le travail. Zardak, qui était l'adjoint. Qui était l'adjoint de celui qui était à la barre au 8e de finale, puisque le coach avait le Covid, avait le Covid, exactement. Donc il connaît bien le groupe, il connaît bien les joueurs et on sait qu'ils veulent... Ils sont sur l'élan de leur CAN, en fait, les joueurs comoriens, avec pas mal de joueurs de Marseille ou de la région de le Provence. Clan de Marseille. C'est des joueurs qui veulent faire plaisir au pays. Hein. Exactement, on sent cet engouement en tout cas derrière eux. Et puis, on attend les Comores dans les prochains matchs pour voir s'ils arrivent à sortir de ce groupe et de se qualifier pour la prochaine CAN. Le groupe I, c'est le groupe du Gabon, Mauritanie, République démocratique du Congo et le Soudan. Là aussi, on a le Gabon qui s'est déplacé en République démocratique du Congo. Encore une fois, un problème de logistique. Encore une fois, les gars, ils se sont habillés et qui gagnent un but à 0. C'est quand même incroyable. Hein. Le Gabon, c'est une belle équipe. Dans l'avion. Mais le problème, c'est que le président de la fédération pilote apparemment l'équipe et la fédération depuis sa cellule. Depuis justement l'affaire qu'a balancé Romain Molina sur la fédération gabonaise, et ce qui a complexifié vraiment, on va dire, le financement de tous les voyages, quoi. Raïd. Ouais, puis après, faut surtout au-delà des histoires extrasportives, souligner l'exploit quand même du Gabon, qui est parti s'imposer face à la RDC. Et c'est là qu'on voit que vraiment la RDC, c'est une équipe extrêmement faible, et à mon avis, il y a vraiment un gros remaniement à faire. La RDC qui s'était miraculeusement qualifiée pour les barrages avec une histoire un petit peu farfelue face au Bénin, avec un penalty complètement imaginaire. Donc forcément, déjà de base, ils n'avaient rien à faire au barrage, la RDC. Et vraiment souligner l'exploit du Gabon. Vraiment arrivé à 17h, je crois, je crois qu'ils ont atterri à 17h. Le match, il était 2 ou 3 heures après. Ils se sont habillés dans l'avion. Ils ont dormi dans un aéroport. Puis à la fin, ils arrivent à les battre à l'extérieur. C'est incroyable. Bravo au Gabon. Un petit mot sur après les Gabonais aussi qui ont un championnat qui marche pas depuis il marche pas. Qui s'est arrêté depuis le Covid, qui s'est arrêté. Donc franchement bravo aux Gabonais. Ils n'avaient pas leur individualité là qui avait. En tout cas les Gabonais, tous leurs joueurs ou pratiquement tous jouent à l'extérieur. Ils jouent pas. Après Aubameyang il est plus là. Lemina de Nice n'est plus là. Alevina qui avait fait une bonne impression, le joueur de Clermont n'était pas là. Du côté de la RDC, il n'y avait pas l'attaquant de Marseille, il n'y avait pas Mbemba de Porto, il y avait quelques absents, mais c'est vrai que gagner dans ces circonstances, on sait que c'est jouer au Stade des Martyrs, c'est pas facile. Oui.
Tout à l'heure, Tarek, j'avais posé la question par rapport à Kondogbia qui me disait qu'en gros, aujourd'hui, les fédérations se passent, on va dire, des gros joueurs. Mais c'est ce qu'on voit en fait un peu partout dans les équipes africaines. Et aujourd'hui, on voit qu'elles réussissent. Ils sont partis aujourd'hui, le Gabon, ils font des bons résultats. À la CAN, ils ont fait une bonne CAN, oui. Bonne CAN. Ils ont été aujourd'hui, éliminés au tir au but face au Burkina. On parlait aussi de Burkina avec Bertrand Traoré, qui a été mis de côté. On parlait de Geoffrey Kondogbia. On voit vraiment que ça, c'est un problème qui date depuis des années et des années en Afrique. C'est que voilà, quand tu joues pour un pays, entre guillemets, qui ne joue pas les premiers rôles et que toi, tu es une star en Europe, bah voilà, il y a souvent ce problème d'ego. Et que ces fédérations, à l'époque, justement, continuaient malgré tout de prendre ces joueurs-là. Aujourd'hui, on voit que maintenant, les fédérations prennent les devants. Elles n'hésitent pas à les mettre de côté. Et on voit que ça marche au final. La Mauritanie qui gagne 3-0 et la défente contre le Soudan et la descente aux enfers pour le Soudan. Ah, mais Soudan, ils sont revenus 15 ans en arrière. Après le changement de fédération, le départ de Hubert Velud qui a fait en 2 ans ce qu'ils n'ont pas fait en 10 ans. Ben voilà, retour en arrière et le football soudanais. Pour la Mauritanie, ils étaient sur dernièrement des résultats très. La Mauritanie qui a été repris par le coach des Comores. Oui, Amir Abdo, exactement. Donc non, c'est pas surprenant concernant le Soudan, c'était prévisible. Comme je l'avais dit dans les précédentes émissions, il y a eu 2 coups d'État au pays. Ensuite, le football, ça y est, c'est terminé. Il reste le football de club et heureusement pour les Soudanais. Très bien. On va passer au groupe J, le groupe de la Tunisie. Donc Tunisie, Guinée équatoriale, Libye et Botswana. La Tunisie qui gagne son premier match 4-0, qui s'est déplacé ensuite au Botswana avec un match nul 0-0, Raïd. Oui, la Tunisie qui a eu un déplacement extrêmement compliqué au Botswana avec un terrain assez compliqué à gérer, un champ de patates avec beaucoup de rebonds. Des joueurs botswanais qui étaient là pour en découdre, c'était que très très agressif, un arbitre qui a du mal à sortir les cartons. Quand on voit qu'à l'heure de jeu il y a un carton jaune, je crois, des 2 côtés, franchement c'est un scandale. On peut pas malheureusement développer du jeu dans ces conditions. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match, mais le premier match contre la Guinée équatoriale. Après, oui, le premier match victoire, contre la Guinée, 4-0. Logique. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu une expulsion à l'heure de jeu, ça a facilité, on va dire, les 2 buts d'après. Les 3 buts. Les 3 buts même. On peut quand même souligner certaines choses, on va dire, au niveau du poste d'attaquant. C'est vrai que Renissi, malheureusement, il a pas gagné des points. On a vu que Zaziri, dès qu'il est rentré, ça met un but. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence entre les deux pour le 9. Bon, après, on ne sait pas comment va se dérouler la Coupe du Monde. Est-ce qu'on va mettre Kazri en numéro 9 ? Est-ce qu'on va laisser Zaziri à ce poste-là ? Sachant qu'on n'a pas forcément beaucoup de turnover dans le secteur offensif. Donc à voir. En tout cas, Zaziri, c'est vrai qu'il a gagné des points à ce niveau-là. Après, Hannibal Mejri, c'est vrai que contre la Guinée équatoriale, j'ai pas été satisfait. C'est un joueur qui a tellement faim, en fait, qui n'arrive pas à contenir en fait son excitation. Un peu trop éparpillé. Hannibal Mejri, comme je disais, ça va être un joueur taillé pour la Coupe du Monde. S'il n'est pas fait pour. Honnêtement, je suis plus trop convaincu de ça. J'ai pas forcément envie de le voir titulaire parce qu'honnêtement, à chaque fois qu'il rentre ou qu'il est titulaire, il fait pas ce qu'il faut. Il est trop, comme tu disais, Anis, trop éparpillé, trop brouillon. C'est pas du tout des joueurs qu'il faut à la Coupe du Monde. Rappelons que Hannibal Mejri a quand même joué les derniers matchs avec Manchester, donc il essaye de gagner sa place. C'est un joueur physiquement qui pourra peut-être répondre au présent à la Coupe du Monde, Raïd. Physiquement, c'est sûr qu'il a le niveau, je pense, devant beaucoup de joueurs. Maintenant, voilà. Le problème, c'est que ce qu'il montre avec la Tunisie, c'est plutôt moyen. Ouais. Et que forcément, déjà, à son poste au milieu de terrain, je pense qu'il y a déjà une ossature. Avec le retour de Ferjan Issassi, qui a fait son retour. Qui avait le brassard. Qui avait le brassard, qui a fait un match vraiment très très moyen. Je pense que Sassi, aujourd'hui, il a clairement perdu sa place de titulaire au sein de l'équipe. Bon, ça fait déjà quelques mois qu'il n'était plus dans les plans du 11. On se dirige vers quel type de milieu de terrain ? Quel est le trio ? Je pense que ça va finir avec Skiri, Laïdouni et Chalali qui est blessé en ce moment. Mais clairement, ça sera. Chalali, le joueur de l'Espérance de Tunis. Le joueur de l'Espérance. Après, Ben Ramdan, qui pour moi aussi est capable de tenir la baraque au milieu de terrain. Il y a ce qu'il faut au milieu de terrain. Honnêtement. Et devant, il est devant le problème. Des profils assez physiques pareils. C'est des petits gabarits. T'as Sliti, t'as Kazri, t'as Jaziri. Après, Jaziri, je pense qu'il n'a pas. C'est vrai qu'il est rentré, il a marqué, mais il est rentré justement parce qu'il n'a pas le coffre pour jouer les 90 minutes. Ouais, il n'a pas le coffre. Et moi, c'est aussi le gardien. Le gardien, je trouve qu'il
il dégage pas ce que j'ai connu des gardiens tunisiens, par exemple des Chokri Oloaer, des Boumnigel. En parlant de Chokri Oloaer, en parlant de ces grands gardiens Boumnigel, il y a un gardien à l'Espérance sportive de Tunis, peut-être que Raid peut nous en parler, Debchi. Oui, Debchi, qui revient de près l'an dernier de Gabès, qui est venu cette saison et qui maintenant s'impose en tant que titulaire. C'est clairement le futur gardien de l'équipe nationale. De toute façon, je pense que tout le monde l'a vu au vu de ses dernières prestations. Maintenant, ça va prendre du temps. Je pense que la Coupe du Monde, c'est au mois de décembre, donc la saison, elle reprend, je pense, au mois de septembre. Il aura le temps, on va dire, d'arracher sa place. Après, est-ce qu'on va... Enfin, là, il reste 2-3 mois, donc à mon avis, ça va être très risqué de changer de nouveau gardien, surtout que les polémiques avec les gardiens, ça fait des mois et des mois qu'elles existent, qu'elles sont présentes en Tunisie. Donc je pense pas que, malheureusement, qu'on prendra le risque de changer de gardien. Mais maintenant, je pense qu'après la Coupe du Monde, c'est un gardien qui risque d'arracher sa place de numéro 1 et pendant un très bon moment. Il y avait aussi l'absence de Dylan Brown qui est descendu avec son club de Metz. Qui a été commenté aussi. Voilà, qui n'a pas joué. Moi, la Tunisie, je suis un peu... c'est une équipe un peu mi-figue, mi-raisin qui est capable de passer par le trou de par les mailles du filet. C'est ce qu'ils ont fait contre le Mali. Non, mais ce qui est sûr, c'est que on a vu la titularisation de Firas Ben Larbi. C'est sûr qu'avec des joueurs comme ça, on va pas aller loin. Lui aussi, j'en ai pas parlé. Avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs, voilà, ça reste des professionnels, etc. Mais on peut pas aller, on peut pas se Je pense que si Jalel Kadri, l'entraîneur de l'équipe nationale tunisienne, avait un vivier plus étendu, il serait allé chercher des joueurs. Le problème aussi, c'est sur la formation, parce qu'il y a Sliti, Sekni, Jaziri et Kazri, si on compte Jaziri. Après, il y a quoi? C'est des joueurs à la prochaine Coupe du Monde, pas la 2022, mais 2026, ils seront plus là. Il y a qui pour les pallier à... Il n'y a pas de relève. Au milieu de terrain, il y a ce qu'il faut. En défense, je pense qu'on trouvera ce qu'il faut. Après, la Tunisie, la Tunisie, elle avait Chawat, mais qui n'a pas donné satisfaction. Il y avait Ben Youssef là, qui joue aux Pyramides, mais il n'a pas donné satisfaction. Raid, l'avenir de la Tunisie, tu le vois comment? Avec les joueurs? Non, je ne m'inquiète pas parce qu'au final, à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux cycles, on s'est inquiété. Oui. Au final, ils ont toujours trouvé quelqu'un. Ils ont toujours trouvé quelqu'un. La Tunisie a toujours été présente. Et c'est vrai qu'on l'a vu en 2010 avec l'élimination surprise. On s'est dit, là, il y a eu des gros changements. On s'est dit, bon, là, on repart vraiment sur un cycle. Au final, voilà, on a toujours été là. On n'a pas raté de CAN. Au final, on a fait la CAN 2018. Certes, en 2014, c'est vrai qu'on n'avait pas le niveau nécessaire. Mais depuis, on est toujours là. Honnêtement, par rapport à ça, je m'inquiète pas. Là, peut-être qu'au niveau du continent, ça peut toujours tenir la route. Mais après, dès que tu vas jouer le très haut niveau, tu vas voir la diff. Mais c'est ce que je disais l'autre jour, je sais plus à qui. La Tunisie, tu vois bien que sur le continent africain, ça y est, elle a compris. Elle a cette expérience qui fait qu'elle est tout le temps là et qu'elle arrive toujours à passer par les mailles du filet. Mais dès que tu es au très haut niveau, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde. C'est un problème d'effectif. C'est un problème d'effectif aussi. C'est aussi un problème de joueurs qui jouent dans des clubs, Raïd. Rappelons qu'on a 3 joueurs titulaires indiscutables de l'équipe nationale qui descendent dans Division 2. Il y a aussi des clubs tunisiens qui ne font plus ce qu'ils faisaient il y a des années. Et ça, c'est un gros problème. On n'a que l'espérance aujourd'hui. Il n'y a que l'espérance aujourd'hui. Il y a un problème profond en fait dans le football tunisien. Elle n'arrive pas à arriver en demi-finale de Coupe d'Afrique. Parce qu'il y a un problème profond. Sur les 3-4 dernières années, elle est arrivée une fois, tu vois. Pour moi, le top joueur de la Tunisie, sincèrement, le top joueur, c'est Maloul. L'arrière gauche. Pour moi, c'est lui le top joueur, c'est lui qui doit avoir le capitanat et c'est lui le taulier. Il a fait un bon match, Maloul, Raid. Il a fait un bon match. D'ailleurs aussi, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est vrai que faut le souligner, on se moquait. Et moi, le premier, un petit peu. De la polyvalence d'Ali Abdi, parce qu'à l'époque il y avait Mander Kebayer qui disait voilà, je l'ai sélectionné à la CAN parce qu'il peut jouer à gauche ou à droite. Honnêtement, à droite, je trouve qu'il a fait son match. C'était pas la première fois qu'il jouait à droite. Il a même marqué un but, il est rentré sur son pied gauche et puis il a marqué. Donc Ali Abdi, pour moi, ça peut être aussi une bonne option à droite. Maintenant, le problème, c'est vraiment le problème physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui, sont capables. Un joueur comme Sagni, aujourd'hui, il n'est pas capable de tenir 90 minutes un match de Coupe du Monde. Enfin, tout le monde en est conscient. Et il y a beaucoup de joueurs en fait qui ont des problèmes physiques. Il n'a pas marqué un but, il est à l'origine du but pour Youssef Sakni. Aujourd'hui, quand on voit un joueur comme Firas Ben Larbi, je reviens sur lui, le pauvre, mais qu'est-ce qu'on compte faire en fait avec ce genre de joueur? Aujourd'hui, tout à l'heure, c'est Fetter qui parlait de Ben Youssef qui joue aux Pyramides. Mais Ben Youssef, il a peut-être des pieds carrés, mais je peux vous assurer que lui, il tient 90 minutes normal.
normal, un match de Coupe du Monde, on l'a fait 4 ans. Mais il marque jamais aussi. Sur le côté, il faut pas déborder de la même façon. Devant un attaquant, il faut qu'il marque à un moment donné. Mais d'accord, mais dans le contexte d'un match de Coupe du Monde, on va jouer à 10 derrière. En fait, un Filas Benarbi ne sert strictement à rien. Oui, un Ben Youssef, il peut faire du bien pour tenir un score. Alors, est-ce que tu peux nous parler du tournoi dont la Tunisie va participer au Japon? C'est ça, on joue vendredi matin, donc ça sera au Japon avec un tournoi avec le Chili, le Japon et le Ghana. Donc pour préparer la Coupe du Monde. Pour préparer la Coupe du Monde. Très bien. Le Chili vendredi matin et le vainqueur jouera le vainqueur du Japon-Ghana. Et il y aura une 3e place. Une équipe du Chili, qu'il faut le rappeler, pareil, un nouveau cycle. Donc pas de Vidal ou ni de Sanchez. Mais ça reste quand même un test. Le Chili qui a perdu contre la Corée du Sud 2-0, alors que la Corée du Sud avait perdu contre le Brésil juste avant 5-1. Donc on doit s'attendre à une équipe du Chili très moyenne. Qui a fini à 10 parce qu'il y a eu une expulsion. Exactement. Du côté chilien. Mais bon, ça reste quand même un gros test pour la Tunisie. C'est le Chili, ça reste quand même. C'est des équipes qui ont de la grinta. Bien sûr, et bien. Surtout au niveau physique en fait. C'est des joueurs qui sont très physiques. Donc moi, déjà, je veux voir que. Est-ce que physiquement on peut tenir ce genre de match? Pourra tenir, et surtout en espérant jouer la finale face au Japon. Le Japon qui vient de perdre 1-0 contre le Brésil. Et qui, à mon avis, on verra vraiment des matchs de niveau Coupe du Monde. Très bien. On va passer très rapidement au groupe K, le groupe de l'Afrique du Sud, Libéria, Maroc et Zimbabwe. Là aussi, c'est un groupe qui se joue à 3, Fatah. Le Zimbabwe qui a été disqualifié par la FIFA suite à une ingérence de la fédération. D'accord. Une ingérence politique dans la fédération. Il n'y a eu aucun match encore dans ce groupe. Non, jeudi, il y aura Maroc, Afrique du Sud. Est-ce que tu peux... Il commence assez tardivement, mais le Maroc a fait un match amical contre les États-Unis. Ouais. Tu peux nous en parler très rapidement? Très rapidement, c'est un match qui était en dessous de ce qu'on espérait, et surtout des nombreux supporters qui étaient présents au stade à Cincinnati dans l'Ohio. Je suis très déçu pour eux en fait, parce que les États-Unis, c'est la 4e fois que le Maroc les affronte. On les a battus 3 fois. Cette fois-ci, c'était un match en dessous. Bon, on est venu 2 jours avant. On est arrivé la sélection est arrivée 2 jours avant. Les joueurs, ils n'avaient pas joué depuis 15 jours, 3 semaines. Donc ça a été un score assez lourd, mais ce genre de match de préparation, c'est des matchs il faut que tu tires des enseignements. Et là, on a vu que physiquement, dans ce genre de rencontre, si tu n'es pas là, malheureusement, tu vas t'en prendre. C'est une équipe très physique, les États-Unis. C'est dû à un voyage qui a été lourd. C'est un peu des deux. Ils sont arrivés 2 jours avant. Les joueurs, ça faisait 15 jours, 3 semaines qu'ils n'avaient pas joué. Et avec le décalage horaire, le jet lag, je pense que malheureusement, ils n'ont pas mis tous les ingrédients nécessaires pour gagner ce type de rencontre, même s'il y a eu beaucoup d'occasions loupées. Et là, de ce côté-là, je pense qu'au Maroc, ils devraient travailler un peu plus l'efficacité. Un pénalty raté aussi. Avec un pénalty raté, un pénalty aussi généreusement accordé du côté des États-Unis. Mais c'est un bon match, c'est une bonne claque pour justement repartir de l'avant. J'espère voir un tout autre visage jeudi face à l'Afrique du Sud. Face à l'Afrique du Sud, Raïd. J'ai quand même vu le penalty pour les Marocains. Il n'y avait pas grand-chose sur Rahimi. Je ne sais pas s'il a été touché, mais... S'il n'y avait pas penalty sur Rahimi, donc il ne devait pas y avoir penalty sur le... Il y a eu trop de largesse défensive au niveau du Maroc. L'équipe nationale du Maroc a quand même aligné une équipe en fait, il y a Saïs qui revenait de blessure et il n'avait pas joué pendant les 15 derniers jours en Première Ligue. Saïs qui n'était visiblement pas venu en touriste à Cincinnati, mais bon, malheureusement, pas forcément... en tant que capitaine, je pense qu'il aurait dû gérer mieux sa communication, parce qu'avant le match, il nous a dit que le Maroc venait pas en touriste, etc. Moi, j'ai été déçu, on va dire, de sa prestation. Vraiment, il y a eu d'énormes largesses défensives. C'est vrai que les États-Unis sont une très bonne équipe. C'est un match qui leur permettra aussi d'apprendre. Après, les États-Unis, c'est une super équipe. Quand tu vois les Pulisic, les Weah, les joueurs de la Juve. Derrière, le gardien, c'est le deuxième gardien de City. C'est une très belle équipe. Elle n'est pas 15e mondiale pour rien, d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu dois tirer des enseignements. Moi, déjà, le 3-5-2 aligné, je n'ai pas apprécié. Parce que, on l'a vu avec l'équipe de France, le 3-5-2, c'est un système de jeu qu'il faut que tu travailles énormément. Si ta défense, elle n'est pas alignée, en sélection, c'est compliqué à appliquer. Si le piston droit, il n'a pas de joueur qui le couvre, ça va être très difficile. Hakimi, il a joué ou pas ce match? Il a joué ce match. Il était un peu en dessous. Il a eu du mal à rentrer, mais après, c'est vrai qu'il a montré de bonnes choses. Malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est un système de jeu qui ne convient pas au Maroc. Il faudrait revenir à un 4-4-2 losange ou un 4-3-3 comme ils ont l'habitude de jouer. Le Maroc... Après, moi, j'ai remarqué aussi un problème tout simplement de comportement des joueurs. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas l'envie. C'est peut-être
comme le disait Fetter avant l'émission, peut-être les joueurs sont peut-être en train de... On a l'impression qu'ils lâchent Vaïd. Moi, je l'ai senti aussi dans les déclarations. J'ai l'impression qu'ils suivent plus Vaïd. Heureusement qu'on a eu un excellent Bounou, parce que sinon on pouvait s'en prendre 4, 5, 6 facile. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un... Vaïd, avec toutes les histoires qu'il y a eu dernièrement, avec Mazraoui, Ziyech, est-ce que ça Mazraoui, il n'a pas joué parce qu'il était blessé, il est resté au Maroc. Mazraoui qui a signé au Bayern. Qui a signé au Bayern, franchement, c'est un super transfert. Ça fait plaisir de voir ce genre de joueur au Bayern. Normalement. Ouais, mais Pavard qui va revenir dans l'axe. Il va revenir dans l'axe, ouais. D'ailleurs, Pavard qui hier a joué côté droit avec la France. Oui. J'ai toujours cru que c'était un ailier. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer au milieu. À l'Ajax, quand tu es formé, tu joues dans un peu tous les postes. Très bien. Bon, écoutez, en tout cas, le Maroc qui joue contre l'Afrique du Sud et qui, là, ne devra pas se louper parce que c'est 3 points ou rien. Peut-être match nul, mais bon, l'Afrique du Sud, c'est quand même une équipe. C'est une belle équipe, l'Afrique du Sud. Bien sûr. Après, c'est prenable pour le Maroc. C'est prenable, mais Vaïd, il a beaucoup de chance de jouer à la maison parce que ça aurait été à l'extérieur, ça aurait été compliqué. Je pense qu'une contre-performance, là, je pense que ça aurait pu vraiment sceller en fait son cas. Après, il faudra gagner quand même jeudi, ça va pas être Après, facile. Vaïd, il a un peu la pression de la réussite de Walid Regragui avec le Wydad qui a remporté la Ligue des Champions. Et Walid Regragui, c'est le prochain sur la liste. C'est tout à fait, c'est le jour et la nuit avec Vaïd. Walid Regragui, c'est peut-être un peu trop tôt pour y penser pour l'équipe nationale. Walid Regragui, il a déjà l'expérience parce qu'en 2013, c'était l'adjoint de Rachid Taoussi. Oui, après, mais bon, on a bien vu qu'en 2013, il n'y a rien eu. Oui, bien sûr. Après, c'était une équipe en reconstruction avec un mélange un peu des deux, des expatriés et des joueurs un peu plus, des joueurs locaux. Mais Regragui, c'est vrai qu'en termes de management, ça pourrait assainir un peu les relations qui a tendu entre les joueurs, entre les joueurs qui veulent pas venir et le coach, les médias et le coach, parce qu'il est très décrié au Maroc, Vaïd, surtout de la part de la communauté américaine qui est venue assister en nombre et qui a été vraiment déçue de cette contre-performance. Il a été vraiment vilipendé par les 20 ou 25 000 supporters qui étaient présents du côté de Cincinnati. Entendu. On va terminer très rapidement, messieurs, avec le groupe L, le groupe du Sénégal, Mozambique, Bénin et Rwanda. Le Sénégal qui gagne 3-1 face au Bénin avec un carton rouge du côté du Bénin, Raïd. Le Sénégal qui est dans sa spirale, on va dire, infernale depuis sa Coupe d'Afrique. Sadio Mané qui devient le meilleur buteur de l'histoire. En mettant un doublé ou un triplé, il a mis. Il a mis un doublé. Un doublé sur penalty. Un doublé sur penalty, oui. Le Sénégal, depuis sa victoire à la CAN, son barrage de Coupe du Monde face à l'Égypte, ils sont vraiment en pleine confiance. Hâte de voir le Sénégal en Coupe du Monde, hâte de voir cette confrontation face au Qatar, parce que moi je suis vraiment impatient de voir le niveau des deux champions des continents. Ça va être compliqué pour le Sénégal dans cette Coupe du Monde. Moi je les vois pas forcément passer, mais vraiment hâte de voir le niveau vraiment véritable du Sénégal. Parce que vraiment, dans le jeu, en fait, il y a rien qui me... Dans le jeu, on l'avait dit avec Raïd et avec Tarek avant la CAN. C'est vrai que dans le jeu, dans ce qui est proposé, c'est pas reluisant. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leur club du côté du Sénégal. On sait que Mendy au milieu, Nampalys Mendy, il est arrivé avec une mi-temps dans les jambes à la CAN. Et il était titulaire quasiment tous les matchs. Il n'avait pas joué pendant 6 mois du côté de Leicester. Diallo en défeuse centrale, à côté de Paris, il joue très rarement. D'ailleurs, je pense qu'il ferait mieux de partir. Heureusement, il y a Koulibaly, il y a Mané qui tiennent l'équipe, il y a Sarr, il y a le gardien Mendy qui joue à Chelsea. Mais du côté de bon nombre de joueurs sénégalais, ça ne joue pas beaucoup. Ce ne sont pas des joueurs titulaires indiscutables dans leur club. Oui. On verra ce que ça donnera du côté... En tout cas, les résultats sont là, et puis pour le moral, c'est très bien. Le Mozambique, qui a fait un partout contre le Rwanda, vous voyez qui se qualifiait juste derrière le Sénégal, qui pour moi je pense que le Bénin, quand même, de part en fait, de ce qu'ils ont fait en qualif Coupe du Monde, où malheureusement, ils ont été, on va dire... lésés par l'arbitrage. Allez, je dirais le Bénin quand même qui avait fait montrer des choses intéressantes quand même. En termes d'expérience aussi, le Bénin, ça a l'air... Après, le Bénin, ça reste quand même... C'est vrai qu'ils ont été un peu lésés face au Congo, mais en termes d'individualité, les Congolais n'ont rien à envier aux Béninois qui auraient pu arriver lors de ces barrages. Maintenant, oui, dans le groupe Mozambique, Rwanda, Bénin, moi je pense que le Bénin sera derrière le Sénégal. Très bien. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, on va terminer cette émission et puis on se revoit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.